Bonjour à vous tous. Nous allons démarrer. Je suis Corinne Dieminche. Je suis la fondatrice du cabinet Plume & Biz, cabinet de conseil en ressources humaines, et je suis accompagnée de Morgane Palomo, qui est mon associée, et Morgane qui est aux manettes du back-office et qui va animer ce webinaire avec moi, notamment en vous sollicitant pour partager, contribuer à des sondages. Eh bien, démarrons sans plus tarder. Donc, brièvement, Plume & Biz, notre mission, c'est de permettre aux organisations, donc à nos clients, d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs en créant un univers professionnel plus équitable, épanouissant pour tous et respectueux de chacun et également de notre planète. Notre ambition, en fait, notre credo à Morgane et à moi, c'est vraiment de contribuer à repenser notre monde du travail en faisant correspondre les besoins des dirigeants et les attentes des employés. Et donc, pour cela, nous allons travailler sur l'engagement des collaborateurs, entre autres, et surtout. Donc, notre offre se compose de 5. Morgane, il y a du. Enfin, je m'entends en fait. Ah, attends, je vais mettre mes écouteurs, je pense que ça ira mieux. Merci. Et donc, nos différentes offres, les différents moyens sur lesquels nous nous appuyons, ce sont évidemment c'est tout le scope RH sur lequel nous faisons des diagnostics GPEC et ressources humaines, des accompagnements au développement des plans d'action. Également, donc une offre sur tout ce qui est plutôt RSE avec de la sensibilisation sur de la stratégie durable. Nous travaillons également sur tout ce qui est communication interne et marque employeur, nerf de la guerre. Évidemment, nous travaillons également sur tout ce qui est conformité réglementaire, à savoir les DUERP, etc. Et nous sommes, depuis le mois de septembre dernier, un organisme de formation certifié Calliope, donc toutes nos formations, tous les accompagnements que l'on peut faire en termes de sensibilisation, de formation, sont finançables par les OPCO. Nos cibles, ce sont des PME au sens très large du terme, d'une quinzaine de personnes jusqu'à à peu près 300 employés, tout secteur d'activité confondu, essentiellement Paris, région parisienne, mais nous avons également des clients, par exemple à Tourcoing ou à Strasbourg ou à Bordeaux. Nous sommes situés à Paris. Voilà, et donc je vous l'ai déjà dit, nous sommes organisme de formation. Alors, pour mieux orienter mes réponses et celles de Morgane, on va vous demander de contribuer dans le chat. Partagez avec nous, s'il vous plaît, votre métier, vos préoccupations, pourquoi vous nous rejoignez aujourd'hui pour ce webinaire sur la fidélisation à la productivité, et c'est pas pour être curieux, voilà, c'est vraiment pour pouvoir orienter nos réponses et également illustrer nos propos par des cas clients qui soient pertinents pour vous. Donc, je vous remercie donc pour votre participation dans le chat, pour ceux qui le souhaitent évidemment. Vous avez la possibilité tout au long de ce webinaire de prendre rendez-vous. Vous avez comment s'appelle, des call to action pour pouvoir prendre rendez-vous avec nous si vous voulez échanger sur des choses particulières. Donc, on offre à tous les participants de nos webinaires 30 minutes d'échange pour finalement aborder leurs propres problématiques, leurs propres questions, leurs propres enjeux, donc à l'issue du webinaire. Donc, je ne sais pas, Morgane, si tu mets le lien dans le chat ou si s'il y a le call to action. Alors normalement, vous avez le call to action, mais je vous remets aussi le lien pour y accéder directement. Alors, comme on a un effet de Larsen, je pense qu'il va falloir quand même, je sais pas, soit on ferme les micros, il va falloir qu'on voit pour arrêter cet effet Larsen qui doit être très désagréable pour nos participants. Eh bien, démarrons sans plus tarder.
Bienvenue aux nouveaux participants qui nous rejoignent. Et Morgane, je te laisse la parole. Corinne, déjà, je vais commencer par positionner un petit peu les enjeux des stratégies. En temps normal, eh bien, ils sont déjà forts. Et si en plus de ça, vous êtes dans une situation particulière, vous allez avoir encore plus d'enjeux. On est face à un scope large, mais déjà, on prend en compte le recrutement. Par exemple, saviez-vous que le coût d'un mauvais recrutement est en moyenne de 45 000 €? Donc, c'est quand même un gros manque à gagner. Donc, c'est le cabinet Hays qui nous donne cette information. Donc, pour éviter une telle perte sèche, eh bien, nous, on conseille fortement de travailler sa marque employeur. C'est d'ailleurs le sujet d'un de nos autres webinaires thématiques que vous pourrez retrouver sur notre chaîne. Donc, on a le recrutement et une fois qu'on a recruté, mais encore faut-il fidéliser. Côté fidélisation, 80% des employés estiment que les employeurs doivent s'impliquer, notamment dans le bien-être au travail. Et notamment, ça passerait par des actions engageantes qui augmenteraient le taux de fidélisation de 15% dans les équipes. Donc recrutement, fidélisation, et bien ensuite justement il faut engager pour promouvoir la productivité et là, eh bien, il y a de quoi faire puisqu'on a un Français sur 3 qui admettait ne pas être motivé dans son activité professionnelle et d'ailleurs dans le monde, eh bien, on a seulement 21% des employés qui se disent engagés. En Europe, eh bien, on baisse à 14% et en France, alors ce sont des grands chiffres des études, c'est pas forcément le ressenti dans toutes les entreprises, mais on nous annonce 7% de travailleurs qui se sentent vraiment engagés. Donc, vous faites bien de nous rejoindre aujourd'hui pour creuser le sujet. Alors, ce qui est certain, c'est que pour toute organisation privée, du monde privé, la rentabilité reste l'enjeu numéro 1 des entreprises, des organisations, parce que tout simplement, sans rentabilité, on ne peut pas avoir l'esprit serein pour imaginer un partage de la valeur quel qu'il soit, pour être serein, pour aborder de manière équitable et pérenne, que ce soit la fidélisation, que ce soit l'engagement, etc., la qualité de vie au travail, et que sais-je. Voilà, donc en quoi cette productivité et cette fidélisation agissent sur la rentabilité de l'entreprise? Eh bien, plus les collaborateurs vont être fidèles, moins les coûts RH vont être importants. C'est juste du bon sens. Fidélisation égale potentiellement moins de recrutement, moins de formation des nouveaux collaborateurs et au global, on n'a pas tous les coûts à gérer, etc., etc. Mais ça signifie également plus de productivité vu que les gens sont bien et sont engagés dans leur environnement professionnel. Eh bien, ça va être lié également, ça va avoir un effet positif sur les marges. Plus on a de fidélisation, moins il y a de coûts, plus il y a de productivité, plus on permet d'avoir des marges importantes. Donc l'équation gagnante, eh bien, c'est la satisfaction des employés. C'est pour ça qu'il faut travailler sur cette satanée satisfaction des employés, plus sur la productivité, plus sur la fidélisation, ce qui va au global donner une meilleure performance à l'entreprise. Alors évidemment, j'aime à dire que tout ça, c'est pas fait pour se faire plaisir. C'est vraiment pour d'un côté la rentabilité et donc la pérennité de l'entreprise, mais c'est aussi pour la pérennité des êtres humains que nous sommes et donc des salariés. Voilà. Tout à fait. Donc me revoici pour un quiz. Je vais ouvrir les votes. Selon vous, quelle est l'expérience collaborateur sur la rentabilité justement? Est-ce qu'on gagnerait 13%, 22% ou 34%? Je vous laisse vous munir de votre souris pour me dire ce que vous en pensez. Je vous laisse encore quelques secondes pour y répondre. Les avis sont partagés. Merci à tous de votre participation. Ça fait toujours plaisir
Écoutez, je vais mettre fin au vote. L'écart n'est pas énorme et il s'agissait de 22 et oui, investir dans l'expérience collaborateur, c'est avoir un impact positif sur l'expérience client, la fidélisation, la croissance et donc, eh bien, in fine, le nerf de la guerre, la rentabilité. Donc il y va de l'intérêt de l'entreprise et on aime à dire qu'il faut investir dans l'expérience collaborateur autant que l'on investit dans l'expérience client parce que les impacts ne sont que bénéfices. Et il faut bien garder en tête que cette expérience collaborateur, eh bien, elle commence même avant l'arrivée en entreprise, donc dès le processus de recrutement, et elle ne s'arrête pas à partir du moment où le contrat est signé. Il va falloir travailler aussi l'intégration, donc sur toute la période d'essai, voire encore 1 an au-delà. Alors, quand nous avons choisi en fait de travailler sur ce sujet de la fidélisation, de la productivité et donc de l'engagement, nous avons posé une seule question d'ailleurs, hein, que se passe-t-il quand l'offre RH ne correspond pas à la demande? Nous avons posé cette question à une cinquantaine de salariés, à une cinquantaine d'employeurs, donc de dirigeants. Et pour les salariés, systématiquement, revenez. Le salarié n'est pas satisfait, c'est une évidence, on va dire, mais également le stress est augmenté. Et puis, du coup, quelles sont les conséquences finalement pour le salarié, les conséquences directes pour le salarié? Le salarié est poussé à l'infidélité, à plus d'absentéisme, à un manque d'implication dans son travail personnel, à un manque de travail également en équipe. Et donc tout ça, c'est préjudiciable à l'entreprise. Et donc les problèmes pour l'entreprise, les dirigeants nous répondaient systématiquement, en tout cas nous avons pris les grandes tendances de réponse, hein, manque de productivité des équipes, un taux de fidélisation insuffisant, un manque de salariés. Parce qu'évidemment, s'ils s'en vont, s'ils sont infidèles, on a bien compris qu'au bout d'un moment, ça pose problème, manque de salariés. Et puis, une déficience, en fait, de l'image auprès des clients. Problème, donc les conséquences pour l'entreprise, eh bien, c'est une perte de chiffre d'affaires, au final, un coût RH bien supérieur ou des coûts RH bien supérieurs à ce qu'ils devraient être, un manque de marge et un manque d'attractivité pour les candidats. Et on reboucle sur le manque de salariés, etc., etc. Enfin, la conséquence pour l'entreprise, c'est son manque de rentabilité et donc toute cette pyramide qui finit par s'effondrer. Alors, déjà, qu'est-ce qu'une bonne offre RH? Que faut-il mettre en place pour fidéliser ces pépites, ces talents? Eh bien, une offre RH à la hauteur de leurs attentes. Donc, de quoi parle-t-on? Déjà, on peut s'appuyer sur les bonnes pratiques, mais on n'est pas à l'abri que ça colle avec les attentes des salariés et des candidats, sachant que dans chaque secteur d'activité, il existe des particularités. Donc, vous aurez les slides. Mais déjà, qu'est-ce qu'une bonne offre RH? Il faut déjà comprendre et répondre aux attentes des employés, c'est ce qui est de plus en plus vrai. Une stratégie RH cohérente et robuste, pas sur du court terme, mais quelque chose sur du moyen-long terme. Il faut être attentif à la qualité de vie au travail, c'est une évidence, mais parfois c'est pas le cas, malheureusement, je dirais. Il faut utiliser la communication interne efficacement, on le verra un petit peu plus tard. On n'est pas tous nés communicants, et même si on est né communicant, encore faut-il s'adresser d'une certaine manière quand on parle de communication interne. Et puis évidemment, il faut s'appuyer sur la marque employeur, mais une marque employeur qui est construite et qui est logique par rapport à l'entreprise et le secteur d'activité. On en parlera également un petit peu plus tard. Et donc, je vous le disais, à chaque secteur, son package RH. Je prends un exemple. Dans le tourisme, chaque année, à peu près à cette période-là, au printemps, les entreprises en fait dans le tourisme, que ce soit des villages vacances, des hôtels, peu importe, les restaurants ont un problème de recrutement de saisonniers. Donc ils préparent leur saison d'été, sauf que s'ils n'ont pas le personnel,
ça coince, ça veut dire pas d'ouverture de leur établissement. Alors c'est un métier qui est absolument passionnant, on entend plein de jeunes personnes et de moins jeunes personnes qui souhaitent aller dans le tourisme, hein, on va découvrir le monde, une nouvelle région, offrir du rêve, c'est fantastique, ok youpi. Mais bon, comme par hasard, c'est hyper difficile de recruter du personnel saisonnier, pour plein de raisons. Il y a quelques années, il y a à peu près 2 ans, ces organismes, en fait, ont commencé à réagir en réaction, hein, donc vraiment réagir pour mettre en branle, en fait, des packages RH qui soient beaucoup plus attractifs pour ces personnels saisonniers. Sachant que l'enjeu, donc, c'était pas un enjeu de rentabilité, c'était un enjeu d'ouverture ou de fermeture. Et donc, outre le logement qui était quelque chose d'assez classique, certains se sont mis à proposer plus de flexibilité horaire, la possibilité de bénéficier des aménagements sportifs ou de loisirs de leur établissement. Ils se sont même mis, pour certains, à offrir des séjours de vacances dans leurs établissements après les saisons. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous êtes un magasin de vélos, vous vendez des vélos, ça va pas être la même chose. Vous n'allez pas pouvoir proposer les mêmes packages, en tout cas les mêmes mêmes éléments d'attractivité que si vous êtes une agence de communication ou une ESN ou un centre sportif. Il faut vraiment pour chaque entreprise que vous représentez sur votre service, qu'est-ce que vous pouvez faire si c'est une BU, on a un client, une ESN, qui est donc le dirigeant pilote une BU d'un grand groupe. Eux, ils sont une centaine. Le groupe, c'est à peu près 10 000 personnes. Donc, la première question qu'on lui a posée, c'est est-ce que vous avez les mains libres? Qu'est-ce que vous pouvez proposer que vous ne soyez pas obligé de remonter au groupe? Et donc, on a travaillé sur des offres qui correspondent aux attentes des collaborateurs, qui ne soient pas impactantes outre mesure pour le groupe et qui soient significatives pour la BU. Et donc, en fait, ça, c'est pour vous donner un exemple. Mais c'est vraiment comme cela qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce que vous pouvez proposer qui ne soit pas sur-impactant pour votre porte-monnaie, qui soit séduisant pour votre personnel, pour les candidats que vous allez recruter. Ça peut être des choses relativement simples, hein. Autour de la RSE, vous avez énormément de choses à mettre en valeur, d'actions, d'activités, de comportements vertueux que vous pouvez mettre en valeur, qui vont séduire les collaborateurs. Ne vous trompez pas, la RSE, ça ne permet pas de retenir sur le long terme ou de recruter. C'est un plus, c'est un truc plus, mais c'est un truc plus super important. Alors, une bonne offre RH va et doit favoriser un environnement de travail stimulant. Donc là, on partage avec vous, avec Morgane, là, les 7 facteurs de motivation au travail. Ce sont toujours les mêmes. Ce sont des facteurs qui reviennent systématiquement. Il faut responsabiliser et rendre autonomes dans le travail les personnes. Ça ne veut pas dire que tout le monde, tous les collaborateurs demandent cette responsabilisation ou cette autonomie, mais la plupart le demandent. Donc, il faut demander, il faut proposer, il faut mettre en œuvre des processus pour pouvoir, des actions pour pouvoir donner, responsabiliser et rendre autonome ceux qui le souhaitent. Il faut impérativement mettre en place des actions de reconnaissance et de valorisation, ne serait-ce qu'un merci. On voit trop souvent les managers être un peu réfractaires à dire merci. Ils n'y pensent souvent même pas. Mais entre collègues, on peut se dire merci. Un manager, il faut l'éduquer pour savoir dire merci à bon escient. Quelqu'un qui ne sait pas dire merci n'est pas légitime à dire que c'est pas bien. Et ça, il faut vraiment insister là-dessus. Il faut valoriser le travail, pas forcément avec des rétributions pécuniaires, financières. Valoriser le travail, c'est dire merci devant d'autres
personnes, devant des collègues, c'est organiser des actions de célébration. Les conditions de travail agréables. Évidemment, on est tous, c'est juste humain, plus engagés dans notre quotidien professionnel si on se sent bien dans notre environnement de travail. Moi, j'ai eu une expérience personnelle. J'ai dans une agence de tourisme, on m'avait mise à la cave à cette époque-là. Je travaillais dans la communication et le marketing, et en fait, je travaillais à la cave. Mais c'était juste, j'ai tenu 3 semaines, hein, j'ai pas tenu super longtemps, mais on peut pas faire ça. Bon, ça c'est terrifiant. Enfin, on peut pas traiter les gens comme ça. Donc les conditions de travail, quand je dis agréables, c'est pas anodin. Hein. Il faut vraiment penser les conditions de travail. Il faut poser la question aux collaborateurs pour que chacun puisse se sentir bien épanoui, qu'il ait envie de venir dans son environnement professionnel. Un bon équilibre vie privée et vie professionnelle, ça c'est quelque chose aussi qui est très présent aujourd'hui. C'est attractif. Il faut savoir en parler de la meilleure manière que ce soit, pour que ce soit justement attractif et que ça passe pas dans les trucs, c'est normal. Une politique de rémunération motivante, mais surtout juste. Ça, c'est important. Il faut que la politique de rémunération soit juste et transparente. Il faut que l'on sache comment on peut augmenter sa rémunération, si on peut l'augmenter en travaillant plus ou en faisant je ne sais quoi. Il faut également proposer un package en fait, ou une politique de développement des compétences. On voit trop souvent dans les entreprises les plans de formation qui ne sont pas utilisés. Les OPCO sont là pour vous aider à proposer des plans de montée en compétences, de gestion des compétences. Et il y a du financement. Vous pouvez trouver des financements, des dispositifs très variés auprès de vos OPCO. Et enfin, il faut évidemment mettre en place un management bienveillant et participatif. Et là encore, les managers ne sont pas assez formés à ce management, ce qu'on appelle le care management. Les managers ne sont pas assez formés à ce care management et au management qui permettent la collaboration. Voilà. Alors, je dis pas qu'il faut donner la décision aux collaborateurs, mais en tout cas, il faut leur permettre de prendre part aux décisions plus collectivement, on va dire. Alors, une fois que j'ai dit ça, évidemment, ça impacte les politiques RH, et pour cela, il faut, pour pouvoir mettre en place, répondre aux 7 facteurs de motivation au travail, eh bien, il faut avoir des politiques, il faut avoir réfléchi à des politiques RH qui soient pertinentes, comme la politique de rémunération dont je parlais tout à l'heure, qualité de vie au travail, gestion de carrière ou de communication. Alors, les bons leviers pour recruter, évidemment, déjà, pour avoir du personnel engagé, encore faut-il avoir recruté les bons collaborateurs. C'est pas péjoratif de parler de bons collaborateurs, ce sont juste des collaborateurs qui matchent avec vos besoins, vos attentes, votre culture, votre vision. Et une fois qu'on a dit ça, si on ne choisit pas des candidats par défaut, parce que malheureusement aujourd'hui, souvent on choisit des candidats par défaut, non pas parce que ce sont les meilleurs, parce qu'on se dit ouais, ils collent absolument au poste. Déjà, on a souvent tendance à vouloir des gens qui surperforment, donc ce qu'on appelle les moutons à 5 pattes, quand il y a que 5 pattes, c'est juste pas possible. Donc, il faut être réaliste quand on recrute, il faut être réaliste et il faut vraiment savoir pourquoi on recrute, pour quels besoins. Et une fois qu'on a bien défini ses attentes et donc que l'on connaît aussi ses valeurs, s'attacher vraiment à des personnes qui rentrent plutôt dans le moule valeurs, vision, culture, quitte à les faire progresser, les faire monter en compétences. C'est un conseil que je vous donne. Mais pour pouvoir recruter des bons collaborateurs, encore faut-il que vous soyez ou que l'entreprise soit exemplaire.
il faut avoir une vraie stratégie, il faut savoir communiquer, il faut savoir mener des entretiens, toujours la même chose. Les RH ne sont pas là pour mener des entretiens techniques ou du feeling avec les équipes ou les managers. Et là, on se retrouve devant un problème. Les managers ne sont souvent pas formés à mener des entretiens de recrutement. Or, ça s'encadre, il y a des processus, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire, à dire, à ne pas dire, etc., etc. Donc, savoir mener des entretiens, c'est fondamental. Et n'oubliez pas, quand vous êtes RH, de proposer des formations pour les entretiens, tous les entretiens, ça peut être les entretiens de recrutement, mais les entretiens aussi professionnels, annuels, etc., etc. Et puis, il faut savoir intégrer. Donc, tout à l'heure, Morgane vous disait que le recrutement, ça commençait, enfin, le recrutement, l'engagement et des collaborateurs et la fidélisation commençait bien avant l'arrivée du collaborateur dans l'entreprise, c'est-à-dire à partir du moment où la personne est recrutée et que ça se poursuit pendant assez longtemps, jusqu'à 1 an, voire 1 an et demi dans les entreprises. Toute cette intégration, il faut savoir la gérer, la créer au travers de processus qui sont écrits. Écrivez vos processus d'onboarding. Qu'est-ce qu'on fait pour que nos nouveaux collaborateurs soient performants dans le temps et qu'ils le restent et qu'ils aient envie de s'engager, qu'ils y mettent leur tripes au même titre que le dirigeant y met ses tripes, que les directeurs mettent ses tripes, que les managers mettent leurs tripes pour s'engager et donner le meilleur d'eux-mêmes à l'entreprise, à l'organisation qu'ils rejoignent. Alors, les leviers pour promouvoir l'implication des collaborateurs. Morgane, je ne sais pas si tu as vu, je vois quelqu'un qui dit « Pourriez-vous actualiser votre page ?» Oui, c'est ça, support technique, parce qu'il y a Ingrid et Véronique qui n'entendaient plus le Ah, son. d'accord, ok, pardon. Je viens de voir en même temps je regardais s'il n'y avait pas des questions dans le chat. Alors, les leviers pour promouvoir l'implication des collaborateurs. Globalement, il y en a 4. L'ANACT définit l'implication des collaborateurs pardon, excusez-moi, du coup j'ai perdu mon fil. Alors, les leviers pour promouvoir l'implication des collaborateurs, notamment au travers de la QVCT. Donc, la QVCT, c'est un exemple. Hein. Et donc, l'ANACT définit cette QVCT comme les actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail et la performance globale. Vous voyez, il y a cette notion de performance et donc de rentabilité. Il ne faut pas perdre de vue que des collaborateurs impliqués sont plus susceptibles de dépasser vos attentes, les attentes de l'entreprise, et ainsi de contribuer à la réussite collective. Alors, pour cela, évidemment, donc vous avez les quatre grands items, hein, déjà il faut créer le débat, des échanges bidirectionnels, pas seulement de la direction vers les collaborateurs ou de la direction vers les élus, hein, les représentants du personnel. Il faut permettre au personnel, aux collaborateurs de participer à cette prise de décision, je vous le disais tout à l'heure. Et en fait, il faut vraiment les aider à se sentir plus engagés, plus valorisés. On revient encore sur cette notion de valorisation. Donc, il faut mettre en place une communication beaucoup plus ouverte, des actions de feedback réguliers qui vont favoriser l'implication en montrant aux collaborateurs finalement que leur opinion compte. Je pense à une start-up internationale qui connaît un énorme taux de turnover. Là, en janvier, j'ai été invitée à l'une de leurs soirées et c'est incroyable. On atteint quasiment 80% de turnover, quoi. Mais en fait, ça les stresse pas. Et c'est horrible parce que moi, je me dis, oh là là, les coûts, la fuite de liquidité, d'argent,
c'est du gâchis financier, humain. C'est cata, quoi. Alors, pour fédérer leurs équipes autour d'une vision unique, et parce que c'était aussi une très forte demande des employés, en fait, ils sont un petit peu partout, ils sont vraiment éparpillés à travers le monde, et ils avaient mis en place, et ça, je trouvais ça vraiment très très bien, un rendez-vous trimestriel par groupe de 7 à 10 personnes. Ils sont quand même 200, hein, à peu près dans cette entreprise-là. Donc, ils généraient, pas tous en même temps, mais des petits déjeuners, des déjeuners. En fait, ils mixaient une dizaine de personnes de services, nationalités, pays différents. Évidemment, la langue, c'était l'anglais. Et pour assurer le succès finalement de ces échanges qui duraient à peu près 30 minutes, le sujet, c'était des sujets de tous les jours, au bon vouloir des employés. Et ils payaient en fait 20 $ à chaque participant pour les inciter à venir. Alors ça, évidemment, c'était pas pour les 20 $, mais les employés ont trouvé ça tellement sympa de se mêler, de se mélanger, de découvrir d'autres cultures. Enfin, ça a généré un tel succès que ça leur a coûté 2 bras. Et donc, du coup, l'employeur a décidé du jour au lendemain de mettre fin à l'action, mais il l'a pas dit. Et du coup, ça a généré un effondrement de la motivation. L'idée de l'action était top pour un petit peu juguler cette infidélité, et puis créer de l'engagement et de l'envie de travailler ensemble. Sauf que son attitude de couper court à cette action sans l'expliquer, ça envoyait en fait tout le monde, tout le monde est parti, quoi. Enfin, les gens partent et les gens n'ont plus envie de s'engager. Donc, il faut faire très attention aux actions que vous mettez en place. Alors, nous, on conseille avec Morgane pas mal d'actions qui n'engagent pas d'argent, mais qui engagent le collectif. Il y a plein d'idées à avoir, hein. Je suis sûr que vous en avez aussi de votre côté. Mais faites attention quand vous mettez des actions en place, faites attention de les légitimer de manière transparente, de les expliquer. Attention au budget, mettez pas forcément des budgets parce que derrière, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Et donc ça peut être des gouffres. Il faut vraiment que vous réfléchissiez avant chaque action pour en parler, pour que ça réponde aux attentes des collaborateurs. Et surtout, si vous devez y mettre fin, expliquez pourquoi vous y mettez fin et sollicitez des idées pour transformer ces actions en autres actions. Donc, les leviers de l'implication des collaborateurs, encourager la participation, reconnaître et récompenser, promouvoir la communication, le feedback, offrir des opportunités de développement. On tourne toujours autour des mêmes thèmes. Je vous parlais tout à l'heure de l'impact d'une bonne expérience collaborateur. Je vais maintenant aborder le sujet de l'engagement, puisqu'on est en plein dedans avec quelques chiffres. Tout d'abord, son impact sur la productivité, puisque des collaborateurs engagés, comme le disait Corinne, vont prendre plaisir à travailler et surtout, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre les objectifs communs et les objectifs de l'entreprise. Ils seront donc forcément plus productifs et donc cela se ressent sur la satisfaction des clients avec qui ils seront plus à l'écoute, plus disposés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, on observe une satisfaction de 10% supplémentaire chez des clients et enfin, un impact certain sur la profitabilité avec une hausse de 22% dans les entreprises qui ont un fort taux d'engagement. Alors, on arrive sur le levier développement personnel et gestion de carrière. C'est un sujet qui revient très très souvent chez nos clients et qui, somme toute, est assez compliqué à travailler. Pour autant, vraiment, et je vous le disais, vous avez tous ces dispositifs des OPCO qui vous permettent de répondre à cette forte demande des collaborateurs et beaucoup de demandes au niveau des jeunes générations d'actifs qui sont toujours en demande finalement de progrès. Alors déjà, il y a vraiment aujourd'hui une question qui se pose. D'ailleurs, on a un webinaire sur le sujet avec une professionnelle des recrutements sur l'intérêt des fiches métiers et des fiches de poste. En tout cas, quand on recrute, ces fiches de poste ont tendance,
ont tendance à disparaître. Néanmoins, en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, il est nécessaire de disposer d'un répertoire de fiches métiers. Les fiches métiers ne sont pas les fiches de poste, mais il vous faut aussi les fiches de poste. Donc, pour ceux que ça peut être un peu confusant, les fiches métiers, en fait, s'attachent à décrire les responsabilités, les tâches, d'un métier. Je suis comptable, mais je peux être comptable chez Plumenbiz, chez Valeo, de toute façon, j'aurai toujours mes activités de comptable. Un comptable, il doit traiter les chiffres, saisir, bref. Il a son activité de comptable, quelle que soit l'entreprise dans laquelle il travaille. Donc, c'est la fiche métier. La fiche de poste va s'attacher au poste de la personne dans l'entreprise. Si je suis responsable marketing, chez Plumenbiz, ça va pas avoir les mêmes conséquences que si je suis responsable marketing dans une ESN, voilà, chez notre client, là, l'ESN de la BU où ils sont 100. Pourquoi? Bah, déjà, c'est pas le même métier, je vais pas utiliser les mêmes moyens. Chez Plumenbiz, notre organisation va induire tel et tel support de communication, telle et telle stratégie de communication pour faire de l'acquisition de leads, etc., etc. C'est forcément pas le même quotidien professionnel que dans l'ESN dont je prenais exemple. C'est encore plus fort si on est B2B ou B2C. Maintenant, on va s'appuyer sur les fiches métiers, donc pour traiter le métier, mais on va avoir des nuances au niveau de la fiche de poste et de ce que l'on attend du collaborateur au quotidien. Il faut mettre en place des cartographies de compétences pour pouvoir faire appel dans l'organisation à des gens compétents, dont il faut avoir déjà trouvé les compétences, les avoir référencées. Si on a besoin de ces compétences, aller directement chercher les compétences là où elles sont, faire progresser les autres personnes vers les compétences que l'on n'a pas ou que l'on souhaiterait développer au sein de l'organisation. Ça va permettre de mettre en place des plans de carrière, mais également de rythmer les entretiens et d'avoir des supports pour tous les entretiens que l'on peut avoir à mener. N'oubliez pas que les entretiens, vous en avez qui sont obligatoires, comme les entretiens professionnels tous les 2 ans et les entretiens bilan, ou les entretiens, par exemple, cadre au forfait jour, etc., etc. Vous avez des entretiens qui sont obligatoires, des entretiens qui ne le sont pas. Les entretiens annuels qui sont très réguliers dans les entreprises et qui sont, à mon sens, indispensables dans les organisations. Donc, les entretiens annuels qui vont valider, vérifier la performance de l'année précédente et qui vont donner des objectifs pour l'année en cours ou à venir. Il faut enfin, évidemment, on en a déjà parlé, offrir des opportunités de formation, reconnaître, récompenser, toujours pareil, et promouvoir l'équilibre vie privée, vie professionnelle. On a très souvent tendance à amalgamer vie pro-perso au télétravail. Le télétravail n'est pas applicable dans toutes les structures, dans tous les secteurs d'activité. C'est vraiment uniquement lié au tertiaire ou à quelques activités qui le permettent. Donc, je parle pas uniquement de télétravail quand je parle de l'équilibre vie pro, vie perso. Je pense aussi, par exemple, à la parentalité, je pense à la flexibilité horaire et plein d'autres choses à développer dans les structures qui vont favoriser cet équilibre. Enfin, on arrive sur la communication RH, sur les communications RH, avec dans un premier temps la communication interne. Donc, dans les communications RH, vous avez la communication interne et la marque employeur. Donc, la communication interne, elle est interne. Donc, la communication interne
va promouvoir, et elle doit promouvoir la transparence, encourager cette communication bidirectionnelle, utiliser différents canaux de communication, impliquer les employés pour améliorer l'expérience des collaborateurs, redonner ou donner du sens au travail de chacun. Elle doit fédérer les équipes et reconnaître la valeur. C'est comme cela que vous devez engager une politique de communication interne, que vous devez penser votre communication interne. C'est vraiment avec tous ces items-là. Et il faut savoir que garder en tête que la communication interne ne peut pas utiliser les mêmes canaux de communication que la marque employeur. Elle ne doit pas diffuser les mêmes messages. Et évidemment, c'est absolument, c'est la palissade. Hein. On va pas dire les mêmes choses en communication interne qu'en communication externe. La marque employeur, c'est de la communication externe. Donc les objectifs sont différents, tout comme les supports et les messages. Et donc sur la marque employeur, déjà, pour définir une marque employeur forte, il faut penser à l'image d'entreprise que l'on veut créer, une image qui soit positive, qui reflète les valeurs, les avantages, la culture, les opportunités, etc., etc. Et donc là, on va parler de proposition de valeur de l'entreprise. Attention, cette marque employeur, elle doit être sincère, elle doit être transparente, tant que faire se peut, mais surtout, elle doit être sincère et vraie. Ne racontons surtout pas de mensonges quand on parle de marque employeur. Ça se sait très, très vite. Et alors là, c'est effet boomerang directement dans les dents. Ça fait beaucoup plus de mal que de bien. Donc, quand on parle de proposition de valeur, il faut que l'on soit sincère. Il faut que ce soit vrai. Hein. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit simple et il faut que ce soit original. C'est pas parce que le concurrent ou je ne sais qui a dit que dans ses valeurs, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a le collectif, il y a le collaboratif, il y a j'en sais rien moi. Il faut vraiment que cette proposition de valeur soit le reflet de qui vous êtes. Et quand on est dans une équipe, quand on est dans une BU, on peut avoir ses propres valeurs. Et il est important de les mettre en valeur, ces valeurs. C'est bête ce que je raconte là. Mais bon, j'ai vu il y a un an une entreprise de la finance faire intégralement sa proposition de valeur par une agence de communication spécialisée en RSE. Alors c'est une idée, hein, c'est une piste, mais en fait ça marche pas. Ça peut pas marcher parce qu'en fait cette proposition de valeur ne peut venir que de vous. Il n'y a que le dirigeant de l'entreprise et ses directeurs, les directeurs de service, les managers, qui doivent vous donner ce sens, donner cette vision, donner la trace en fait vers là où on veut aller. Et c'est pas le dirigeant tout seul. Le dirigeant tout seul, il peut avoir cette vision, dire c'est là que je veux aller. Mais si les personnes qui l'entourent n'adhèrent pas à cette vision, et si les collaborateurs n'adhèrent pas à cette vision, au final, ça servira à rien. Donc, confier sa proposition de valeur à un tiers, en fait, c'est juste dangereux parce que ça risque de ne pas coller à la réalité de qui vous êtes. Vous pouvez confier ce travail à un tiers, mais les gens dans l'entreprise doivent être forcément à 100% impliqués. Il faut également travailler sur la capacité des employés à devenir les ambassadeurs de votre marque. Donc, à vous aider à attirer de nouveaux talents. Donc, vous pouvez les former à être ambassadeurs, les former aux réseaux sociaux, les former ou les incentiver sur la visibilité qu'ils donneront à votre marque. Vous pouvez mettre des actions de parrainage, de ce qu'on appelle les buddies en anglais. Vous avez plein de choses pour embarquer vos collaborateurs dans cette dynamique de marque employeur. Et donc, pour la marque employeur, il y a vraiment un plan de communication que vous devez mettre en place
avec l'analyse des différents canaux de résonance, les différents messages, le rythme, la tonalité pour atteindre l'audience que vous aurez définie et attirer au final des talents et retenir les personnes, vos personnels. On va passer sur quelques exemples, quelques cas clients qu'on vous a partagés là avec Morgane. Et donc, premier cas client dans l'industrie, hein, c'est vraiment une usine. Le dirigeant, c'est le monsieur qui est à droite là sur la photo, Cédric. Et en fait, eux nous avaient contactés quand le fin août 2023, et le patron était vraiment au beurre du burn-out. Il avait acquis 2 sociétés 2 ans avant pour n'en faire qu'une. Et l'environnement était hyper toxique, délétère, enfin c'était vraiment une cata, un turnover de dingue, et il n'arrivait pas à recruter parce que pour recruter des personnes, par exemple dans le chromage, en fait il n'y a pas d'école. Donc du coup, ce sont des formations sur place, enfin bref, c'est vraiment compliqué. Et donc nous avons travaillé sur la communication, la valorisation des avantages sociaux, parce qu'ils en avaient plein, mais ils n'en étaient pas conscients, le respect des uns envers les autres, l'organisation. Et au final, l'équipe s'est soudée, la confiance est revenue et la performance avec. Et donc ça a été une belle, un beau succès de travail. Et en 2024, ils ont connu dans cette entreprise 0 turnover. Ils ont recruté du personnel, mais personne n'est parti. Donc ça c'est très très satisfaisant parce que c'était l'un des objectifs de notre mission. Donc ce deuxième cas client, un commissaire aux comptes, qui eux en fait ils souhaitaient que les équipes portent la vision des dirigeants chez leurs clients. Ils voulaient en fait que les clients aient vraiment cette vision très très humaine de ce cabinet d'expertise comptable. Et là, on a choisi de travailler sur une démarche RSE avec des bonnes pratiques RH. Et au final, nous avons abouti à la décision par les équipes, par les collaborateurs, d'ouvrir un nouveau service de vérification des sociétés à mission. Eux-mêmes ne sont pas encore sociétés à mission, mais ils veulent le devenir. Et donc, ils ont ouvert une nouvelle branche, un nouveau service. Ils ont donc gagné en business finalement, hein, avec au départ un projet qui n'était pas du tout destiné à faire cette création d'offres. Et ce cabinet est d'ailleurs sur le point de passer cette certification COFRAC. Et nous les accompagnons pour cela. Je vais passer sur un autre cas client, pas celui-ci, mais à celui d'après. Donc dans le BTP, donc dans le bâtiment. Et en fait, ce client nous a demandé, donc c'est le petit dernier, ce client nous a demandé de travailler en fait sur l'engagement des collaborateurs et sur la valorisation du package de rémunération. Et parce qu'en fait, les dirigeants sont hyper bienveillants. Ils ont mis plein d'avantages sociaux en place, mais comme nous tous, là, les humains que nous sommes, une fois qu'on a des avantages, ça devient normal. C'est donc un acquis. Mais non, en fait, un avantage social, en dehors de la mutuelle, qui est une obligation de l'employeur, et c'est une obligation, mais l'employeur n'a pas obligation à mettre la meilleure mutuelle en place. En fait, les avantages sociaux, ce sont des négociations, c'est un peu au bon vouloir finalement de l'employeur. Et donc nous, pour revaloriser, remettre en perspective ces avantages sociaux, ça c'est Morgane qui a travaillé sur ce projet-là. En fait, Morgane a travaillé sur la mise en place de bilans social individuels qui vont valoriser la rémunération globale par avantage, donc le salaire et puis les différents avantages, sous forme de pourcentage, et également une notion donc au verso, on va expliquer les différents avantages et où en sont ces différents avantages sociaux
dans l'organisation. On va valoriser également, par exemple, la formation, on va mettre en exergue les jours d'absence, maladie, par exemple. Hein. Il ne faut pas oublier que quand un collaborateur est malade, ça coûte à l'entreprise, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas présent dans l'entreprise, et donc il y a un manque de productivité. Et donc ces bilans sociaux individuels que l'on met en place, que Morgane met en place hein, dans les organisations chez nos clients, vont permettre de revaloriser, de reconscientiser cette notion finalement de package salarial et d'avantages salariaux. Voilà, donc j'en ai fini avec le webinaire. Bah donc si vous avez si vous le souhaitez, si vous avez des questions particulières, que vous voulez échanger avec moi, donc vous pouvez directement prendre rendez-vous. Je pense qu'il y a enfin bref, je sais qu'il y a dans le chat, Morgane met comment ça s'appelle le lien vers mon calendrier. N'hésitez pas. N'hésitez pas avec ça. Nos prochains webinaires, vous les avez sur Webikeo. Donc le 18 mars, c'est sur l'épargne salariale et le partage de la valeur. Donc on va avec Rachel Nizet, une avocate spécialisée, et un expert du partage de la valeur et de l'épargne salariale, donc Clément Kiek, qui vont animer le webinaire avec nous. En avril, on a un webinaire sur la marque employeur, donc dédié à la marque employeur. On va vraiment rentrer dans ce sujet-là. Et on a un sujet également avec Isabelle Rouen de Colibri Talent, donc sur le recrutement, et dont je vous parlais tout à l'heure, donc sur les fiches de poste. Et puis, je crois qu'on a jusqu'à fin mai, sur Webikeo, là, on a jusqu'à fin mai nos différents webinaires, si vous voulez nous rejoindre sur les différents sujets. Alors, je regarde s'il y a des questions. Je ne sais pas, Morgane, si tu as vu. Non, je n'ai pas vu passer de questions dans le chat. Écoutez, on a une petite dizaine de minutes. Si vous voulez poser des questions, j'y réponds avec grand plaisir. N'hésitez pas. Ce webinaire-là sur la fidélisation de la productivité est vraiment large. L'idée étant après de focuser sur d'autres webinaires, sur des sujets plus thématiques, en fait plus précis. Là, ça vous donne une idée assez large du sujet et l'ampleur de ce que l'on peut faire. Regarde, on t'entend truc. Et oui, donc voilà, donc du coup, n'hésitez pas à poser vos questions, à nous rejoindre pour d'autres webinaires, à prendre rendez-vous si vous le souhaitez pour aller plus loin sur vos sujets personnels finalement. Hein. Donc je ne vois, c'est moi ou je. Ah ouais, comment vous mesurez l'impact des actions chez vos clients? Eh ben déjà. Parce qu'on fait des enquêtes de satisfaction chez nos clients, déjà. Première bonne pratique, leur demander même un an après, par exemple, dans l'usine, hein, j'ai échangé avec le dirigeant au mois de novembre dernier pour savoir où est-ce qu'il en était et les répercussions finalement de l'action. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose d'hyper important parce que ça nous permet de réaiguiller aussi nos missions, hein, nos offres, d'évoluer. Nous aussi, on est dans une amélioration continue, donc ça, c'est important. Et puis, on démarre toujours nos missions par un diagnostic de l'existant où on va mesurer à la fois la satisfaction de l'existant et l'existant en termes de moyens. Et à partir de là, en fait, on va avoir un curseur de progression, les capacités d'amélioration chez notre client. Une fois qu'on a fait ça, on va lui proposer un plan d'action qu'il va prioriser. Et on a une agence de tourisme réceptif, Meeting the French, qui on a fait une mission l'an dernier avec eux, donc même chose, diagnostic, cartographie des attentes des collaborateurs, plan d'action. On a commencé à développer, à mettre en œuvre, en fait, à déployer un plan d'action avec eux pour certaines
enfin, sur des actions où ils nous ont demandé d'intervenir avec eux. D'autres actions, ils se sont, entre guillemets, débrouillés tout seuls. À partir de là, ben, nous, on a fini notre mission de déploiement. On a mesuré l'écart entre le début et puis l'arrivée en fin 2024. Et en janvier, ils nous ont dit oui, mais il y a tel et tel et tel item, on aimerait bien les mettre en place cette année. Et donc, du coup, on a redémarré une mission là avec eux, mais pas sur tous les plans d'action. Enfin, pas sur tout le plan d'action, sur des choses qu'ils ne peuvent pas ou qu'ils ne souhaitent pas faire tout seuls, ou parce qu'ils n'ont pas le personnel, parce que voilà, ils n'ont peut-être pas l'expertise. Voilà. L'idée, c'est surtout pas de rendre captifs nos clients. Moi, mon bonheur, c'est quand je vois que mes clients s'envolent tout seuls, soit parce qu'ils vont recruter quelqu'un pour faire le job. Ça peut être un apprenti si c'est de ce niveau-là. Ça peut être, parfois c'est le DAF qui hérite de certaines actions. Voilà, c'est parfois on intervient, parfois on poursuit. Voilà. Donc, comment on mesure l'impact de nos actions? Déjà, en les questionnant, en faisant ce diagnostic du départ et en les questionnant à l'issue des missions. Voilà. Télécharger, comment peut-on télécharger la présentation? Ça, Morgane, je te laisse répondre. Je pensais qu'elle était téléchargeable, moi. Si tu l'envoies oui, en fait, mais je crois que j'avais oublié de cocher certaines cases à Agnès, c'est pour ça que vous n'y avez pas accès, mais je viens de le faire et Sacha a testé et ça fonctionne apparemment, donc vous pouvez réessayer. Donc voilà, hop, vous pouvez réessayer Agnès, le document se trouve dans l'onglet ressources. Ok, merci Sacha. Sacha, c'est notre, vous ne le voyez pas, mais Sacha, si tu veux te remettre en image, voilà, comme ça tout le monde te verra. Si tu peux, ce serait mieux quand même que de te présenter, vu que tu nous aides grandement sur ce webinaire. Non, il ne se remet pas en image. Je vous promets qu'il existe pourtant. Hop, voilà. Ben, merci à vous. Et puis, écoutez, au plaisir de vous retrouver une prochaine fois sur l'un de nos prochains webinaires, ou en face à face, ou sur LinkedIn, ou au plaisir de vous retrouver. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous laisse aller déjeuner ou enchaîner. Merci à tous en tout cas. Au revoir.